Aujourd'hui, la gestion de stock fait peur, mais pas pour tout le monde. Ce qui se passe, c'est que du côté opérationnel, on dirait que tout va bien, mais quand les financiers regardent de plus près, c'est là où il y a un problème. Les entreprises en moyenne perdent entre 10% à 40% de leur valeur marchande à cause d'une mauvaise gestion de stock. C'est pas moi qui le dis, c'est une recherche qui a été retrouvée il n'y a pas très longtemps par moi. Et quand on regarde un peu de plus près, on y pense. Cet argent qu'on a en termes de stock, c'est du blocage de capital, c'est de l'impact sur le flux de trésorerie, une réduction de marge, un coût de stockage, beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, mon invité, c'est Benjamin Loriche. C'est une personnalité de la gestion de stock en France et aussi le directeur général pour la France qui vient nous parler un peu plus sur le sujet et on faire de ce sujet qui fait peur un truc qui est plus accessible pour la plupart de gens comme moi. Benjamin, merci beaucoup de passer du temps avec moi. Merci, Ivan. Écoute, Oui, enchanté. j'aimerais sauter sur le vif du sujet, Benjamin. Euh, Écoute, j'aimerais comprendre un petit peu plus sur quels sont les principaux défis rencontrés par les entreprises européennes en matière de gestion de stock. Actuellement, qu'est-ce que tu observes en France? Alors, on va dire que déjà, c'est un sujet qui est très vaste. C'est un sujet qui est très vaste, Ivan, parce que de manière générale, alors, on va parler particulièrement de la France, parce que c'est vrai que l'Europe, c'est encore autre chose. Mais la France, il y a quelque chose qui est très propre donc, à ce pays, c'est notamment la législation. La législation qui va de facto imposer aux distributeurs et aux retailers automatiquement de faire des inventaires. De fait, comme il y a un côté obligatoire, de facto, quand les gens font leurs inventaires, c'est jamais une partie de plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme tu le sais, la société évolue énormément. Et malheureusement, ce qui fonctionnait il y a 10-15 ans ne va plus du tout fonctionner dans les années à venir. Donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment primordial, et je pense notamment, on va mettre l'accent sur les retailers, c'est que les retailers, en fait, sont dans une phase de transition totale. De par plein de facteurs. Le premier, je pense que tout le monde le connaît automatiquement, ça va être l'explosion des coûts. On sait que la Covid, qui est passée par là il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi, a totalement redistribué les cartes au niveau, on va dire, ne serait-ce que de l'esprit de consommation des consommateurs vis-à-vis justement des retailers et des distributeurs. Qui fait que les priorités d'avant ont changé. Donc, pour revenir justement au sujet des retailers, c'est que les retailers sont obligés de s'adapter aux nouvelles demandes, en l'occurrence, de leurs consommateurs. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est les nouvelles technologies et de facto l'omnicanal. On va mettre l'accent sur justement cet aspect, l'omnicanal, qui explose. C'est que maintenant, on se rend compte qu'en France, les consommateurs ont besoin d'avoir les choses tout de suite. Ils ne peuvent plus attendre. D'où l'importance capitale d'avoir des stocks au plus juste. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as très bien dit, la première chose, si ton stock n'est pas là, tu ne vas pas pouvoir optimiser ton chiffre d'affaires. Mais surtout, c'est une chose, le chiffre d'affaires avec la marge, etc. Mais j'ai envie de te dire, le plus important, c'est surtout de ne pas décevoir tes clients. Parce que si tu n'as plus de clients, alors c'est bien, hein, tu peux avoir les meilleurs process du monde, mais sans clients, ça avancera pas. D'où l'importance de s'adapter aux clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va dire il y a 20 ans en arrière, étant moi venant également de l'univers du retail et des cosmétiques, etc., on s'est rendu compte que les clients, avant, avaient une certaine patience à l'égard justement des retailers ou des vendeurs, des commerces, dans le sens où on était plus dans une relation, vraiment une relation, pas ce que j'appelle du one-shot, c'était plus une relation sur la durée, sur la longueur, qui fait que, de manière générale, le consommateur était un peu plus, comment dire, était plus flexible, était moins exigeant. Sauf qu'avec tout ce qui vient de se passer, donc comme je te dis, avec la Covid, l'explosion des nouvelles technologies, etc., les tendances ont totalement changé. Et maintenant, le client, c'est simple, hein, on va être très factuel,
S'il n'a pas l'article ou le service tout de suite, il ne cherche pas à attendre, il va aller voir ailleurs. Mm. D'où l'importance capitale d'avoir des stocks les plus justes. Parce que comme tu le sais, l'omnicanal fait que quand les gens se déplacent en magasin pour du click and collect, c'est lié à des commandes qui ont été faites sur Internet. Et pas forcément quand les personnes se déplacent en magasin. Mm. Donc, la personne, si elle fait ses achats sur Internet, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée pour faire ses achats en magasin. Et c'est là où on se rend compte, tu vois, en termes d'approche, bah maintenant, il n'y a plus une seule approche qui était juste en magasin où tu accueilles le passant, le prospect, le client. En magasin, tu l'accueilles, tu discutes avec lui. Maintenant, il n'y a plus ça. C'est vraiment, c'est tout de suite le service immédiat. Et si auquel cas, tu n'as pas la possibilité de répondre favorablement à la demande de ton client, bah, en fait, tu perds ton client immédiatement. Mm. Si je comprends bien, Benjamin, en fait, la loyauté des clients a changé drastiquement dans les 10 ans. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas vraiment le choix parce que c'était une visite physique. Et aujourd'hui, et je le vois aussi sur mon propre comportement, c'est-à-dire que je suis dans un magasin, mais en même temps, j'ai l'application pour l'e-commerce en train de regarder pour comparer les prix, si j'arrive à me faire un petit peu de saving à côté, n'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que justement, quand on parle de l'explosion des coûts, donc oui, tu as l'explosion des coûts pour les commerçants, pour les retailers, mais tu as aussi l'explosion des coûts pour les consommateurs. Hmm. Et les consommateurs, on le sait tous, hein, ils n'ont pas, on va dire, des budgets sans aucune limite. Donc justement, on va prendre un exemple assez factuel et qui est assez parlant, l'explosion des coûts en termes énergétiques, au niveau de l'électricité ou ce genre de choses, et qui font que ce sont des coûts qui sont très lourds. Quand vous regardez le coût de l'essence, tu sais, le coût de l'essence, on va dire le diesel était à moins de 1 € il y a même pas 10 ans. Maintenant, on est sur les 2 euros et on sait que ça ne va pas baisser. Donc, de fait, avec toutes ces augmentations, on va dire inexorables, c'est-à-dire que le client n'a pas le choix. Il est obligé, en fait, il subit en fait ces augmentations parce que c'est pas lui en fait qui détermine ce genre de choses. Bah, Hmm. automatiquement, le consommateur va totalement changer son fusil d'épaule. Et il va être beaucoup plus regardant forcément sur les prix et bien entendu également sur la qualité. Mais qu'est-ce qui fait que, et d'ailleurs, je rebondis parce que ça fait penser à plein de choses, mais justement, au niveau du retail, on va dire le retail, il y avait 10, 15 ans, même 20 ans, j'ai envie de te dire, c'était le côté où, pas qu'on faisait ce qu'on voulait, mais le client était là. Donc finalement, on n'avait pas une préoccupation majeure de se dire que voilà, il faut absolument que le client ne le perde pas parce que sinon il va aller voir ailleurs, etc. Il y avait une réelle fidélité, c'est comme ce qu'on a dit. Donc automatiquement, là, les retailers, à partir du moment, avec tout ce qui s'est passé au niveau géopolitique, avec les conflits, tu le sais bien, au niveau de l'Ukraine, etc., au niveau même gouvernemental, parce que en l'occurrence, on sait qu'avec les législatives qui se sont passées, ça crée pas mal de crispations. Et qui fait que ben forcément, il y a une remise en question sur beaucoup de choses. Hmm. Et de fait, les clients bah, se retrouvent un petit peu désabusés par rapport justement à tout ça, parce qu'ils subissent les choses. Et à partir du moment où en fait le client subit et n'a plus la possibilité, en l'occurrence, d'être acteur de ce qu'il veut, bah forcément, ça va totalement changer sur l'approche et la philosophie. Donc c'est pour ça, alors on sait, tu connais l'adage, autre temps, autre mœurs, et heureusement justement qu'on ne fait pas du surplace, qu'on évolue et qu'on avance. Malheureusement, alors c'est un côté un peu péjoratif, mais c'est vrai qu'en France, on a un côté un petit peu ancienne école, old school, et qui fait qu'on est un peu réfractaire au changement. On est réfractaire au changement, on a toujours peur de la nouveauté, sans savoir si la nouveauté va vraiment nous aider. C'est vraiment un côté, alors je le répète, c'est très caricatural, mais c'est une vérité. C'est-à-dire qu'en France, d'ailleurs, je dis toujours, en France, je pense que, sauf erreur de ma part, c'est un des seuls pays où vous avez des délégués du personnel. Des délégués du personnel qui vont. Alors, pareil, il y a peut-être un côté un peu caricatural, mais on dit toujours, ils vont plus mettre des freins, en fait, justement, à l'évolution. C'est-à-dire que en France, on a souvent tendance à prendre pour acquis ce qu'on a déjà. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, et encore plus à l'heure actuelle, rien n'est acquis. Et je prends toujours, tu sais, l'exemple, quand tu as un client historique avec toi, avec qui ça se passe bien,
le client te fait confiance. Très souvent, tu rentres dans une forme de routine. Et on va dire, la crainte ou la menace que tu peux avoir, c'est de ne pas automatiquement à chaque fois te remettre en question vis-à-vis de ce client. Mm. Parce qu'en fait, on prend ce client pour acquis, parce qu'il est dans ton portfolio depuis quelques années et que ça se passe tellement bien, il est toujours OK. Sauf que, je dis toujours, les clients, ça reste des interlocuteurs, déjà, et des interlocuteurs humains. On sait au niveau des directions que, elles changent régulièrement. Et à partir du moment où tu as, par exemple, un board qui change du tout au tout, bah, tout ce qu'on avait pour habitude d'avoir pour acquis avec un client peut subitement changer du tout au tout. Mm. Donc, donc c'est là où en fait il y a t'as beaucoup de facteurs qui font que il y a au niveau des consommateurs et donc au niveau des retailers et des distributeurs, ils sont obligés en fait d'anticiper les choses. Et c'est ça qui est compliqué, parce que quand vous avez déjà une organisation qui est déjà en place depuis des années et des années, bah, c'est toujours très compliqué de se dire, bah, là, il va falloir changer. C'est-à-dire ce qu'on fait, ça marche maintenant. En revanche, dans les années futures, on va dans le mur. Et Mm. je prends toujours l'exemple, tu vois, alors je fais le lien par rapport au stock, mais les nouvelles technologies. On sait tous à l'heure actuelle que dans le commerce, de manière générale, que ce soit les distributeurs ou les retailers, on utilise le code barre. Or, on s'est rendu compte que le code barre, alors, est toujours usité à l'heure actuelle, mais on approche aux limites du code barre. Pourquoi? Parce que il y a d'autres technologies qui sont arrivées. On va prendre l'exemple, on va dire une des plus connues au moment du Covid, parce qu'elle s'est extrêmement démocratisée à ce moment-là. C'était les QR codes. Mm. D'accord? Je ne sais pas si tu te rappelles, à cette époque, à cette admirable époque de la Covid, où il fallait télécharger les menus au restaurant via un QR code, etc. Exact. Donc, on se rend compte que déjà, il y a beaucoup de choses qui changent. Et encore plus, notamment, on va parler de la RFID. La RFID qui arrive et qui se déploie de plus en plus. Et de fait, ça sous-entend que dans les années futures, le code barre n'existera plus. Le code barre n'existera plus pourquoi? Alors pour différentes choses. Première chose, le code barre, en fait, ça te donne en fait juste une référence, donc un SKU, sur un article. Voilà, ou une catégorie d'articles, etc. Sauf que tu n'as pas plus d'informations sur cet article. C'est en fait, je dis toujours, c'est juste une information très générale sur un article. Mm. Mais tu n'as aucune information complémentaire. Et en fait, ce qui se passe justement, comme ce qu'on disait par rapport à l'évolution de la société, où les retailers, les distributeurs doivent se remettre en question, ben forcément, il y a quelque chose qui est mis de plus en plus en évidence, c'est la précision des données que tu vas avoir sur tel article, sur tel SKU, etc. Et donc, plus tu vas avoir des données propres à cet article, plus tu pourras vraiment gérer en fait l'assortiment de cet article, savoir si cet article est vraiment fiable ou il faut le supprimer, s'il faut le changer, etc. Donc, en fait, il y a vraiment un souci à l'heure actuelle de plus en plus accru au niveau de la gestion des stocks d'avoir un maximum d'informations. Mm. D'accord? Donc, d'où le lien immédiat avec la gestion des stocks. C'est-à-dire que la gestion des stocks, maintenant, on a un besoin de plus en plus important, et ça ne va pas s'arrêter, ça va ne faire qu'augmenter, sur avoir un besoin de précision au niveau des stocks. Mais quand on dit une précision, ce n'est pas une précision globale, c'est une précision vraiment très spécifique qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Mm. Benjamin, donc, je comprends à mon niveau, en fait, cette importance de la précision, parce que je me dis aussi, il est souvent nécessaire de savoir si un produit a un certain âge, et puis il doit être bougé des rayons. Je me dis aussi que ça a des spécificités par rapport au type précis de produits, et donc je vais pouvoir faire une catégorisation de ce qui marche ou pas pour avoir une rotation plus agile dans mon magasin. Ça, je le comprends, mais je suppose que dans la gestion de stock, c'est pas seulement ça qui est inefficient.
Et j'aimerais avoir en fait ton opinion sur ce que tu as pu observer à presque 18 ans en fait quand tu as travaillé dans à certains moments en tant que détaillant, à certains moments en tant dans l'inventaire. Qu'est-ce que tu as pu observer en tant qu'inefficience en utilisant les méthodes traditionnelles de gestion de stock? Alors, au niveau de la méthodologie de la gestion des stocks, donc on va partir sur un aspect bien précis, à savoir l'inventaire. L'inventaire, donc comme je te l'ai dit, l'inventaire, c'est un exercice qui est obligatoire en France d'un point de vue fiscal. Très souvent, on est obligé de faire au moins un inventaire fiscal une fois par an. Comme je te l'ai dit, c'est jamais une partie de plaisir, parce qu'en plus, quand on regarde la saisonnalité de ces inventaires ne se font pas sur des périodes les plus propices au niveau de l'absence de fatigue, etc. Pourquoi? Parce que très souvent, les inventaires se font en fin d'année. Fin d'année, donc savoir 31 décembre, donc très souvent, comme ils sont en fin d'exercice au 31 décembre, la grande majorité des commerces qui font donc leur inventaire va se dérouler après le 1er janvier. Je pense que tu le sais très bien, on est sur la période de Noël, etc. Oublions pas qu'en plus, bah, sur les retailers et les distributeurs, c'est simple, hein. Enfin, principalement les retailers, la période de Noël, c'est la période la plus importante en termes de chiffre d'affaires. Dans l'idée, c'est-à-dire qu'en général, à Noël, souvent, tu fais minimum 30% de ton chiffre d'affaires, voire 40% de ton chiffre d'affaires sur cette période-là. Donc, c'est-à-dire que si entre guillemets, tu te plantes sur cette période-là, ton chiffre d'affaires, tu ne vas pas le faire. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est que ça veut dire que toutes les équipes qui sont donc dans le commerce, les vendeurs, etc., donc sont vraiment sur le pont, mais sur toute la période de fin d'année. Résultat, ils ne profitent pas de manière exceptionnelle des fêtes, déjà de une, mais surtout quand arrive l'inventaire, bah, autant te dire, et après de toi à moi, dans un sens, je le comprends, hein, c'est que eux, bah, manière de parler, ça va les embêter de faire l'inventaire. Donc, ils vont le faire un petit peu, pas. Alors, comment dire? Ils vont le faire de manière un peu dilettante sur certains. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça les embête, hein, autant faut dire ce qui est. Et que pour eux, surtout, c'est qu'on ne leur a jamais forcément bien inculqué l'importance des stocks. C'est-à-dire que eux, c'est de manière assez binaire. On leur demande de vendre, mais pas forcément de s'intéresser plus que ça, en fait, à la gestion des stocks, si tu veux. Même si tu vas en avoir des gens. Mais là, je te prends l'exemple des retailers et des gros groupes où finalement, chacun a sa place, on suit les directives et basta. Donc, qui fait que, bah forcément, quand tu fais un inventaire sur cette période avec des gens qui ne sont pas plus impliqués que ça, bah, automatiquement, ton inventaire, déjà de une, ne peut pas être fiable à 100%. C'est impossible. C'est impossible. Donc ça, c'est l'une des difficultés. La deuxième difficulté, on le sait tous, c'est qu'à partir du moment où il y a de l'humain dans un process, tu ne peux pas avoir une fiabilité à 100%. C'est impossible. Et d'ailleurs, concernant l'inventaire, donc comme je t'ai dit, donc c'est un exercice qui est obligatoire par rapport aux retailers et par rapport aux commerçants, aux distributeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des inventaires, tu as plusieurs méthodologies. Donc souvent, tu le fais en interne, par tes propres équipes, comme ce que je viens de t'expliquer. Ou maintenant, tu as d'autres solutions, alors des solutions qui ont toujours un peu existé depuis 10-15 ans, à savoir l'externalisation d'inventaire par des prestataires de services. Et c'est vrai que, on va dire, pendant un certain moment, ça a eu vraiment le vent en poupe, en fait. Pourquoi? Parce que finalement, vis-à-vis des distributeurs ou des retailers, etc., eux, ils se sont dit, bah, c'est bien, nous, on s'en occupe pas. On met ça, on confie justement cet exercice avec une société qui est spécialisée dans ce domaine-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu passes par une société qui est spécialisée justement dans l'inventaire, c'est pas pour autant que tu pourras avoir une garantie d'avoir une fiabilité à 100% de tes stocks. Déjà la première chose. Après, la deuxième chose, alors j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais il y a des études qui ont été faites qui démontrent très clairement et de manière très très simple que quand tu effectues un inventaire, allez, maximum 2 inventaires dans l'année, eh ben en fait, automatiquement, quand tu fais un inventaire, au bout d'un mois, ton exactitude et la fiabilité de tes stocks déjà diminuent. Donc, déjà, c'est assez significatif que
À l'heure actuelle, le fonctionnement, donc sur la gestion des stocks et des inventaires, a forcément des failles. A forcément des failles. Et on sait tous qu'à l'heure actuelle, comme ce que je t'ai dit, de toute manière, tant que tu auras de l'humain, tu auras toujours un petit peu de failles. Mais là, l'avantage qu'on va avoir sur justement la gestion des stocks et ce qui se passe avec, parce que là, on est vraiment à un tournant, un carrefour assez important au niveau du retail et de la distribution, c'est que les nouvelles technologies, comme je t'ai expliqué, vont changer la donne sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont automatisées. Là, je ne te parle pas que de la gestion des stocks, pour te donner un exemple, parce qu'on pourrait croire que dire, bah oui, je dis ça uniquement dans la gestion des stocks, mais pas du tout. Regardez, je prends l'exemple, regarde le nombre quand tu vas faire tes courses. Quand tu vas faire tes courses alimentaires, bah, très souvent, maintenant, il y a de plus en plus de caisses automatiques. Oui, oui, oui. Ça prouve quoi? Ça prouve que petit à petit, sur certaines tâches, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'humains qui se mettent sur ce genre de tâches, où c'est des tâches assez chronophages, et surtout, c'est que l'humain n'aura pas la précision d'une machine. Donc, euh, donc c'est pour ça que c'est bien la raison pour laquelle bah, les retailers à l'heure actuelle sont vraiment dans une impasse parce qu'ils se sont rendus compte que bah, tout ce qu'ils ont fait dans les années précédentes, etc., il faut tout remettre en question. Il faut tout remettre en question parce que justement l'environnement a changé. L'environnement a changé et changera. C'est-à-dire que même ce que j'ai envie de te dire là, à l'instant T, ce qui va se passer dans 10 ans, on a une idée, hein, notamment avec la RFID, et puis comme je t'ai expliqué, le code barre va forcément disparaître tôt ou tard. Mais après, on ne sait pas ce qui va se passer derrière la RFID. Ça se trouve, dans 20 ans, ce ne sera plus la RFID, il y aura encore autre chose. Parce que, de toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas freiner l'évolution et le développement en fait des nouvelles technologies. On est dans une société où on voit bien l'intelligence artificielle a de plus en plus sa place, donc on tend vraiment dans cette direction, qui fait que de facto, au niveau de la gestion des stocks, ça sera pareil, parce que attention, hein, moi quand je te parle de ça, là, je fais juste un focus sur la gestion des stocks. Mais c'est de manière générale, de toute manière qu'il va falloir tout repenser au niveau de la société. Mais là, forcément, on est juste focus sur la gestion des stocks. Mais tu vois là où je veux en venir, en fait, par rapport à ça, c'est que en fait, les gens, en fait, si tu veux, tu sais, je prends toujours l'image, ça me fait rire, c'est-à-dire que, en fait, on est souvent dans une société où, comme je t'ai dit, les gens prennent pour acquis ce qu'ils ont déjà et quelquefois ont du mal à toujours se remettre éternellement en question. Maintenant, on sait tous qu'il faut se remettre en question continuellement si on veut avancer et évoluer. Sinon ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, d'où l'importance d'anticiper. Et je te prends un exemple qui n'a rien à voir avec la gestion des stocks, mais tu vas voir là où je veux en venir. C'est-à-dire que, comme je t'ai expliqué, il y a, allez, 80-90% du commerce. En général, les retailers ou les distributeurs sont tous au code barre. Sont tous au code barre. C'est-à-dire qu'il y en a pour l'instant très très peu qui sont sur la RFID. Alors c'est vrai que ça me fait sourire parce que très souvent, on dit tout de suite, ah, c'est trop cher. Mais Mm. c'est trop cher à partir de quoi? Parce que il n'y a rien d'autre qui est comparable à la RFID. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas comparer. Je dis toujours, c'est comme si tu vas prendre un pichet de vin villageoise et puis après tu vas prendre un grand cru Bordeaux. Tu vas dire, bah mince, je comprends pas, ça reste du vin. Ben non, c'est pas du tout la même chose. Tu vois? Donc ça, c'est la première chose. Mais là où je voulais mettre, en fait, tu vas comprendre avec la petite histoire que je vais te raconter, c'est je prends toujours l'exemple de la téléphonie mobile. Tu sais, donc la téléphonie mobile a explosé dans les années 2000. Mm. Fin années 2000, fin années 90, années 2000. Et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, donc dans les années 2000, déjà les smartphones n'existaient pas. Tu n'avais pas Samsung, tu n'avais pas Apple, tu n'avais pas toutes ces marques qui sont les leaders à l'heure actuelle du marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, le leader incontesté, c'était Nokia. C'était Oui. Nokia, un groupe suédois, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Enfin, ça vient de un pays scandinave, il me semble. Finlande. Finlande, voilà, c'est ça. Finlande. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'automatiquement, bah, eux, dans les années 2000, bah, ils avaient le monopole. Mm. Donc, eux, ils étaient à l'aise, hein. Et ils avaient automatiquement aussi un service recherche et développement. Et il s'avère que le service recherche et développement a commencé à soumettre à leur board que, attention, il y a des menaces pour le futur.
notamment au niveau de la téléphonie, à savoir tout ce qui est smartphone et tout ce qui est tactile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, le board de l'époque de Nokia, en fait, a refusé, a dit qu'en fait, n'y croyait pas du tout. N'y croyait pas du tout et même était réticent. Donc, on rigolait. Donc, ils n'ont pas plus suivi la chose que ça. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Bah, maintenant, il n'y a que des smartphones. Mm. Et en fait, c'est ça qui est intéressant parce que là, quand on regarde Nokia, bah, Nokia n'existe quasiment plus. Mm. Donc, c'est là où, en fait, je te fais le rapprochement, tu vois, entre notamment le code barre et la RFID, où c'est vrai que c'est. En fait, si tu veux, j'ai envie de te dire, la RFID, tôt ou tard, les gens vont pas avoir le choix, ils vont devoir s'y mettre, en fait, si tu veux. C'est juste une question de temps. Donc, après, moi, je dis toujours, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Mais sauf que si les autres avancent et que toi, bah, tu fais du surplace, forcément, il va y avoir des grosses répercussions au final. Mm. D'Ivoire, je voulais comprendre un peu plus. Donc, j'ai compris il y a de la technologie qui peut donner de l'avantage aux détaillants, aux distributeurs. Euh, mais est-ce qu'il y a des solutions particulières à la gestion de l'inventaire qui pourraient, en fait, changer la donne et puis disrupter le marché? Ça, c'est question 1A. Question 1B, est-ce qu'en France, quand il y a un changement de technologie, est-ce qu'ils sont en train de faire de l'accompagnement pour la gestion du changement, pour aider les gens à adopter les nouvelles technologies, ou c'est juste on pousse et puis on regarde ce qui se passe? Alors, pour répondre à tes questions, parce que là, tes questions sont très larges. Dis-moi. La première question, en fait, comme alors, on avait brièvement évoqué, c'est au niveau des possibilités de service au niveau de l'inventaire. Soit vous le faites vous-même, très souvent, donc en interne, soit vous le débrouillez de A à Z, Oui, soit vous passez par une société externe. Donc ça, on va dire à l'heure actuelle, c'est surtout ça qu'il y a comme offre. Sauf que il y a d'autres choses qui se développent en fait à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que en fait, on s'est rendu compte, enfin, on se rend compte de manière générale dans l'évolution des stocks, et d'ailleurs on le voit concernant, je prends toujours l'exemple de l'externalisation en fait des inventaires par beaucoup de sociétés. Ben là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, la volumétrie du nombre de magasins inventoriés est en baisse. Il y aura de moins en moins de demandes pour l'externalisation. D'accord? Comme je t'ai dit, forcément, ils sont obligés de tout revoir au niveau de leur approche à partir du moment où l'évolution de la consommation a changé. D'accord? Et donc, il fait que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le besoin de précision d'information au niveau de tes stocks est devenu de plus en plus crucial. Voilà pourquoi juste le fait d'externaliser n'avance, en fait, n'apportera pas toutes les solutions. Parce que justement, il faut qu'ils soient au plus proche de leur stock. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est, alors, je n'ai pas envie de te dire, c'est forcément un pas en arrière, mais c'est quand on mettait, alors, je ne te cache pas que je parle en connaissance de cause, parce que moi, j'ai également évolué dans une société qui proposait que l'externalisation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, alors c'était avant la Covid, en l'occurrence, surtout, on sentait qu'il y avait, oui, il y avait quelque chose qui était agréable parce que bah, les clients se sont dit, oui, bah, c'est bien, moi, j'ai pas besoin de m'occuper de cet exercice. Donc, en plus, on sait que bah, quand mes équipes le font, bah, ils le font un peu n'importe comment. Donc, oui, ça m'arrange, ça m'intéresse finalement de passer par une société externe. Sauf que, justement, avec toute l'évolution maintenant qui s'est passée, ben, en fait, il faut, entre guillemets, maintenant, redonner en fait la main en fait aux retailers et aux distributeurs sur les inventaires. Parce que on peut pas, ils peuvent pas se permettre d'avoir en fait autant de précision dans leurs actions par rapport à la gestion des stocks s'ils externalisent tout avec une société d'inventaire assez classique qui va juste leur fournir en fait un fichier de sortie, un fichier final où il n'y aura pas plus d'informations que ça va être des choses assez basiques. C'est à ton stock dans ton ERP et à ton stock physique. Ça s'arrête là. Et après, tu as tes écarts. Donc, finalement, on se rend compte que les gens qui passent par ces prestataires d'inventaire, enfin de services d'inventaire, en fait, ces prestataires les aident uniquement sur l'exercice de l'inventaire. Mais sur l'analyse, il n'y a aucune aide. C'est-à-dire oui, qu'ensuite, c'est au client de se débrouiller. Donc, c'est la raison pour laquelle, forcément, les donneurs d'ordre au niveau des retailers, etc., se sont dit, mais attendez, c'est bien d'externaliser, mais si à chaque fois,
nous, on doit se palucher toutes les informations à décortiquer pour savoir exactement ce qu'il faut faire, ce qui va et ce qui ne va pas. Ben là, il faut se poser les bonnes questions. D'où l'importance capitale, et on se rend compte que là, on est vraiment à un tournant, je le répète, on se rend compte que ils changent leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'avant de tout externaliser, maintenant, ils commencent à réinternaliser de plus en plus pour avoir vraiment la main mise sur ce qui se passe au niveau de la gestion des stocks. Et c'est la raison pour laquelle, donc forcément, il y a beaucoup d'autres solutions qui existent à l'heure actuelle. Même si, je ne te cache pas, sauf erreur de ma part, qu'il y en a peu qui les proposent. Qu'il y en a peu qui les proposent. Notamment, concernant les inventaires. Donc, comme je t'ai dit, c'est soit vous vendez l'externalisation, très souvent, mais très souvent, vous ne proposez pas la location de scanner, ce qu'on appelle du self-scan, pour que ce soit les gens qui le fassent eux-mêmes. Alors, première chose assez simple pour comprendre. Pourquoi? Parce que avoir une flotte de scanners, ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est la raison pour laquelle la grosse majorité des prestataires d'inventaire à l'heure actuelle, sur le marché français, on va prendre l'exemple, hein, ne peuvent pas proposer cette solution parce que forcément, ils auraient un impact. Parce que automatiquement, tu vas comprendre, c'est-à-dire que si ils font de la location de scan, c'est-à-dire qu'ils auront moins de scanners pour faire eux-mêmes leur inventaire externalisé. Et Mhm. comme leur cœur de métier, ça reste l'inventaire externalisé, ils ne vont pas proposer la location de scan. Alors déjà de une, et puis ils ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils n'ont pas de flotte. Donc c'est vrai qu'à l'inverse, je pense que par exemple un Altavant, lui, l'avantage, c'est que il a un argument massu parce qu'il arrive avec des moyens énormes. Des moyens énormes. Et quand je dis ça, c'est attention, c'est un axe de différenciation qui est majeur. Qui est majeur. Sauf erreur de ma part, je crois que juste sur l'Europe, Altavant, ils mettent à disposition plus de 20 000 scanners. 20 000 Mhm. scanners, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir en fait, avec ce genre de service où vous avez de la location de scan, en fait, c'est intéressant parce que ça correspond à l'évolution justement de la gestion des stocks. Comme je t'ai dit, les retailers et les commerçants qui avaient pour habitude d'externaliser à chaque fois, maintenant se rendent compte qu'il faut qu'ils remettent un peu plus le nez, un peu plus au niveau de la gestion des stocks. Et c'est pour ça que je te dis, il faut redonner la main sur les stocks en fait à nos clients. Et pas, même si on est des experts sur la gestion des stocks, il faut que les clients reprennent la main, tôt ou tard, parce qu'ils n'auront pas le choix. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si on part sur la location de scan, là, c'est l'exemple parfait. Parce que ce n'est pas le prestataire qui fait les inventaires. Il met à disposition du matériel pour que ce soit les équipes qui le fassent. Donc déjà, c'est un gros, gros plus. Alors, ça ne s'arrête pas là, parce que forcément, il y a aussi quelque chose qui se démocratise de plus en plus, c'est le SaaS. Donc, tu sais, c'est les software as a service. Donc, c'est les logiciels de gestion. Alors, un SaaS, ça peut être très généraliste, hein, si tu veux. Mais on se rend compte que maintenant, il est primordial d'avoir de plus en plus de précision au niveau de l'information et d'avoir beaucoup plus de données que ce qu'on avait par avant. D'où l'importance, justement, quelquefois, d'avoir un logiciel qui soit spécifique à certains sujets. Et notamment, si on parle de la gestion des stocks, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, que ce soit dans le commerce, dans les distributeurs, les retailers, il y en a très peu qui ont ce que j'appelle des SaaS, des logiciels spécifiques à la gestion des stocks. Comme je t'ai dit, très souvent, c'est des SaaS qui sont beaucoup plus généralistes. C'est-à-dire qu'il y a une petite possibilité par rapport à la gestion des stocks, mais ils ne vont pas pouvoir rentrer dans le détail parce que tout simplement, c'est que ça coûte un bras. Ça coûte cher, hein, enfin, si tu veux, quand tu mets en place un SaaS chez toi. Donc, là, il y a d'autres possibilités. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, pour revenir à la location de scan, il y a des sociétés, comme Altavant par exemple, qui vont proposer la location de scan, mais également, ou sinon, juste la location du logiciel. Pourquoi? Là où c'est pertinent, c'est que tu as des clients qui font eux-mêmes leurs inventaires. Et qui font eux-mêmes leurs inventaires avec leur propre scanner. Bon, ils ne vont jamais, en général, avoir une flotte immense de scanners, mais ils vont avoir leur scanner. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de leur dire, ah, vous voyez, vous avez vos propres scanners, maintenant ils ne servent à rien, donc c'est dommage, vous avez finalement fait des choses, vous avez mis un budget là-dessus que finalement, enfin, vous n'allez plus du tout l'utiliser. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que justement, on peut mettre juste à disposition le logiciel pour qu'ils puissent toujours utiliser leur scanner. Donc déjà, c'est énorme. Parce que, n'oublions pas une chose, quand tu externalises, si tu as acheté des scanners,
bah, les scanners, ils ne servent plus à rien. Mm. Et on sait que les scanners, ça coûte cher. Et en plus, j'ai envie de te dire l'avantage, en fait, avec de la location de scanners, c'est que très souvent, quand c'est toi-même qui va décider, alors ton petit commerçant qui va décider lui-même d'acheter ses scanners, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, la technologie, comme tu le sais bien, évolue constamment. De fait, un scanner que tu as acheté, par exemple, il y a 10 ans, tu peux être certain qu'au bout de quelques années, il va devenir obsolète. Mm. Soit tu es obligé de le changer, soit tu es obligé d'implémenter à l'intérieur un nouveau logiciel, etc., qui va coûter un bras. Donc là, l'avantage que tu peux avoir avec justement de la location, mais à grande échelle, parce que je le répète, c'est à grande échelle, notamment à Altavant, plus de 20 000 scanners. Il n'y a aucune société à l'heure actuelle dans le monde qui mette autant de scanners à disposition sur un marché. D'accord? Et donc, là, la force que tu vas avoir, c'est que quand tu loues par un prestataire juste des scanners, ben en fait, tu n'as pas cette problématique que ton scanner devienne obsolète. Parce que ton scanner, déjà, il n'est pas à toi. Et surtout, c'est que la société qui va louer ces scanners, eux vont faire en sorte que justement le scanner ne devienne jamais obsolète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Benjamin, en fait, si je comprends bien, c'est un faux retour en arrière parce que même si dans le passé, certaines compagnies ont fait en interne la prise de stock, la gestion de stock, je veux dire, actuellement, c'est le bon moment vu qu'il y a des nouvelles technologies qui ont apparu, qui font que le travail est plus efficient, il y a plus d'options, comment gérer. Mhm. Donc, le travail devient beaucoup plus facile et en même temps, les entreprises, les détaillants, ils reprennent la main sur quelque chose qui appartient vraiment au business pur et dur. Combien de fric j'ai dans mon dépôt? C'est un truc, le truc le plus basique. Je pense qu'il y a beaucoup de CFO qui doivent être en train de sauter sur leur chaise parce que ça, c'est un problème pour eux. Ils sont en train d'y penser, mais tout le temps. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, justement, il y a l'une des problématiques à l'heure actuelle dans le fonctionnement, de manière générale, et c'est en France, au niveau des commerces, etc. C'est que, tu vois, par exemple, ça va te parler, mais très souvent, tu auras rarement un responsable d'inventaire. Tu as très rarement un responsable d'inventaire pur et dur. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que l'inventaire, donc comme je te l'ai dit, lié à la législation, par exemple en France, en fait, l'exercice de l'inventaire se fait que sur une période donnée de l'année et pas sur toute l'année. D'accord? Qui fait que tu vas très souvent, on a l'habitude d'avoir plutôt soit des responsables, enfin des contrôleurs de gestion qui vont s'occuper de ce genre de choses, etc. Mais ça reste pas leur cœur de métier. Donc, déjà, en fait, il y a quelque chose où on se rend compte que ils n'ont pas assez de données. Et surtout, tu es face à un interlocuteur qui ne va pas mettre en priorité l'inventaire. Pourquoi? Parce que c'est que ça représente qu'une casquette de ses tâches. Parce que lui, il a plein d'autres choses à faire. Et on se rend compte justement maintenant que la gestion des stocks ne concerne pas juste les ventes, etc. En fait, ça concerne tout le monde. Parce qu'on se rend compte que le responsable des opérations, le responsable de la logistique, le responsable de la supply chain, les gens en magasin, les régionaux, les DAF, etc., en fait, ont besoin d'avoir des informations sur la gestion des stocks. La seule différence, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des informations différentes les uns des autres. Parce que forcément, un DAF ne va pas avoir les mêmes priorités qu'un responsable des opérations ou du supply chain. Donc là, et c'est pour ça que je fais le lien, l'avantage que tu vas avoir justement avec les nouveaux SaaS qui sortent et spécialisés justement dans la gestion d'inventaire, c'est que tu vas avoir une diversité de données qui va être telle que plein de personnes vont pouvoir justement piocher les informations qui les intéressent pour optimiser leurs objectifs. Tu vois là où je veux en venir? Donc c'est ça en fait qui va être pertinent. Donc on en revient sur justement là, les SaaS, là, les logiciels qu'on met justement, qu'on propose à disposition en fait des clients. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui... Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, comme je te l'ai dit, comme le sujet de la gestion des stocks, c'est un sujet, alors indirectement, qui est très important, mais qui reste minimaliste parce que tu as rarement quelqu'un qui est spécifique à ce domaine-là. Donc, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que je me perds. Enfin, je me... Désolé.
Ça Parce arrive, que ça je arrive. pensais à plein d'idées et puis boum, tu vois. Donc, qu'est-ce que je te disais? Euh, Oui, ben non, mais c'est que oui. Euh, En fait, l'avantage, c'est que tu mets un service, en fait, tu mets un logiciel à disposition du client qui va lui permettre de rentrer dans le détail le plus précis de chaque article qu'il met en vente. Et en fait, surtout, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, au lieu d'avoir juste une personne préposée au déroulement et la gestion et l'organisation des inventaires qui va juste donner des données assez brutes, finalement, suite à l'inventaire. Là, l'avantage du logiciel, c'est que le logiciel, tu n'auras pas juste des données brutes. Tu vas pouvoir choisir exactement quel item t'intéresse, etc. et rentrer vraiment dans le détail. Hmm. Benjamin, tu sais, quand tu fais une recherche sur Internet sur les entreprises qui sont les meilleures pour la gestion du stock ou de la logistique, bah, tu vas voir Amazon, tu vas voir Walmart, et très rarement, tu vois des exemples d'entreprises européennes qui sont un bon exemple dans cette gestion des inventaires. Est-ce que toi, dans tes observations, est-ce que tu as pu voir des entreprises que tu te dis, waouh, ça c'est de la bonne chose? Ah bah oui, en fait, j'ai envie de te dire, le premier qui a été pour moi, et c'est une évidence, c'est un précurseur, Decathlon. Hmm. Decathlon a été le précurseur au niveau de la RFID. Le précurseur. Et pour avoir discuté justement avec pas mal de personnes de chez Decathlon, bah, ils en sont ravis. Ils en sont ravis parce qu'il y a une facilité en fait pour faire l'exercice de l'inventaire qui, je le répète, à la base est un exercice contraignant. Et surtout, c'est que là, il y a une rapidité et puis surtout, ils ont une information immédiate. Donc, tout ce qui était petites tâches un peu chronophages, etc., ben là, automatiquement, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que là, j'ai l'exemple type qu'avec Decathlon, que eux, c'était les précurseurs. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je t'ai dit, souvent, alors on reprend sur l'exemple de la France, mais c'est un pays qui n'est pas forcément les plus avant-gardistes hein, en termes de technologie, en termes. Tu vois, pour te dire, je discutais hier, enfin la semaine dernière avec une cliente qui gérait tout ce qui était supply chain, logistique, etc. chez Wallers. WA2LERS. Et en fait, si tu veux, ils font tout ce qui est meubles de cuisine ou ce genre de choses. Donc, c'est des grosses choses. Et donc, bon, forcément, il faut avoir aussi bien en tête que, attention, la RFID, c'est très utile, mais ça ne sert à rien de mettre la RFID partout, notamment. Toi, si on prend un exemple, il y a quand même une histoire de coût, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est pas anodin si, par exemple, quand tu vas dans un Leclerc ou dans un Carrefour, tu n'as pas de RFID sur les boîtes de conserve. Ça, c'est une évidence. Il faut quand même en général, quand tu mets de la RFID, c'est sur des produits à forte valeur. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est pour ça que ça m'a toujours. D'ailleurs, je te fais un petit peu le lien, hein, mais c'est pour ça que ça me fait sourire quand les gens disent oui, la RFID, ça coûte cher. Mais attention, la RFID, en fait, il faut le faire, je dirais, de manière intelligente. Il faut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est la RFID qu'automatiquement, il faut tout déployer sur l'intégralité. Il faut regarder. Et donc, là où je voulais t'en parler par rapport à Wallers, c'est fou parce que c'est une personne donc j'ai eu il y a 15 jours au téléphone. Elle vient de chez Pinky, la personne. Supply chain, logistique, Pinky. Euh, et en fait, au gré de la discussion, moi je lui posais des questions pour savoir comment elle gérait justement ses inventaires. Et c'est fou hein, de se dire qu'avec justement tout ce qu'on dit, avec l'évolution des technologies, ben, tu sais quoi? Elle faisait encore ses inventaires au crayon à papier. Oula. Et dis-toi bien, qu'il y en a bien plus qu'on ne le croit qui sont encore sur ce type de fonctionnement. Donc, c'est pour ça que je te dis là-dessus, en fait, c'est un exemple qui est assez significatif, qui montre vraiment que le français, manière de parler, a vraiment besoin en fait, d'être face au pied du mur pour vraiment changer. Tu vois? Même si, et d'ailleurs je l'ai vu, hein, quelquefois tu expliques par A plus B que la solution, je te dis n'importe quoi que tu peux présenter ou quoi que ce soit, va exactement correspondre aux besoins et aux problématiques du client. Moi je dis toujours, tu sais, dans une relation commerciale, quand tu veux proposer quelque chose de novateur et un service, vraiment, il ne faut pas arriver pour proposer ses services pour proposer ses services. Ça, c'est complètement débile. Si tu veux, pour moi, c'est archaïque. C'est ce que j'appelle tu sais, les anciens vendeurs à la sauvette qui frappent à la porte de chez toi. C'est maintenant tout de suite, etc.
Non, on sent que l'évolution a totalement changé à ce niveau-là. Donc, de toute manière, au niveau de l'approche, tu sais que tu ne vas pas pouvoir tout changer comme ça. C'est la raison pour laquelle, en fait, là maintenant, au niveau des approches commerciales, pour essayer d'aider les retailers et les commerçants à faire le pas pour justement changer leur organisation, bah, c'est d'abord comprendre précisément comment ils fonctionnent et quels sont leurs enjeux. Hmm. Parce que sur certaines activités, je vais être très franc avec toi, hein, il n'y a pas une nécessité automatique d'avoir de la RFID ou de nouvelles technologies. Tout va dépendre en fait des enjeux que le client, le prospect a ou les problématiques qu'il a. Parce qu'attention, il y a des choses où on ne les changera pas. C'est-à-dire que la personne qui soutient mordicus que l'externalisation, c'est ce qu'il y a de mieux, ben, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas le forcer à changer. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est lui, tôt ou tard, qui reviendra en fait vers nous. Pourquoi? Parce qu'il va plus avoir le choix. Et en fait, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas comme si je proposais quelque chose de, enfin, tu vois, enfin, je prends l'exemple, mais Altavant à ce niveau-là est assez précurseur parce que il propose des choses qui sont différenciantes de la concurrence. Si c'est pour proposer exactement la même chose, ça sert à rien. C'est en fait, Hmm. j'ai toujours, faut pas être suiveur. Hmm. Faut pas être suiveur. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des bonnes choses que font exactement les autres, mais il ne faut pas copier pour copier. Parce que si vous copiez, eh ben forcément, vous allez à votre perte. D'où l'importance, et là on en revient justement, d'être toujours en fait, entre guillemets, sur le qui-vive. C'est-à-dire toujours se remettre en question, toujours vérifier quelles sont les menaces, qu'est-ce qui va se passer, comment justement on va pouvoir appréhender justement ces changements. Et sauf qu'on en revient, c'est, je te dis, la petite difficulté, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont assez, qui mettent des freins très souvent. Même si tu vas avoir des gens qui justement, qui vont être, entre guillemets, pleine balle avec ça, sur l'évolution, etc. Maintenant, pour reprendre ce que tu disais par rapport à l'exemple de Decathlon, donc eux, c'est vraiment les précurseurs et on se rend compte que, ben, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que, parce que si je te dis pas de bêtises, la RFID, ça fait un moment qu'ils sont dessus, eux. Ça fait vraiment un moment, ça fait bien. Pour moi, ils étaient quasiment même au début de la RFID, en fait, avec eux. Et en fait, c'est marrant de se rendre compte que eux, pas une seule fois, ils ont décidé de faire marche arrière. Pas une seule fois. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, parce que Decathlon, c'est pas petit. Hein, quand même, c'est quand même le leader au niveau, au niveau de l'équipement sportif, etc. Parce que même les Go Sport, les Intersport, même si potentiellement c'est peut-être en réflexion, mais ce n'est pas encore le cas. Hmm. Donc, là où c'est pertinent de se rendre compte qu'ils n'étaient pas du tout sur la mauvaise voie, c'est qu'on se rend compte que maintenant, au niveau du retail, notamment au niveau du prêt-à-porter, ben, qu'il y a une transition qui est en cours. Je te prends un exemple pour ne pas le citer, mais Kiabi qui est assez monstrueux en termes de magasin, en termes de taille de magasin, en termes de volumétrie de pièces à inventorier chez eux. Ben, on sait que, enfin, là, ils ont pour habitude d'externaliser, mais qui sont en pleine transition pour passer à la RFID. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on en revient sur ce que je te disais, sur très souvent, les objections qu'on dit, c'est que c'est très cher, la RFID. D'accord? Maintenant, ce qui est pertinent, c'est de se dire que quand on regarde un Kiabi, c'est pas ce que j'appelle un petit magasin de luxe avec très peu de pièces. Il y a une volumétrie qui est énormissime. Donc, forcément, le coût de faire tout passer en RFID, c'est un coût qui va être énorme. Mais moi, je le répète, de toute manière, il n'y a pas de secret. Si les gens décident de faire et de passer justement à la RFID, malgré justement tout ce que ça implique au niveau du budget, au niveau des changements, etc., c'est qu'il y a forcément un gain derrière. De toute manière, les gens, de manière générale, quand ils gèrent un business, tu le sais très bien, le but, c'est pas de perdre de l'argent dans le futur, c'est d'en gagner. Et c'est ce qu'on vient, ou quelquefois, il faut faire les investissements pour ensuite forcément rentabiliser sur les années futures. Hmm. Et ce qu'il Benjamin, faut je ne sais savoir, pas c'est pardon, excuse-moi, avant que j'oublie. Donc, je ne sais pas si j'ai bien lu, mais j'ai compris que le retour sur l'investissement que tu as sur le RFID, ça pourrait aller de 3 mois à 12 mois. C'est-à-dire pour récupérer toutes les gens que tu utilises pour faire tes stocks, en fait, qui est une charge conséquente dans la plupart des pays européens, c'est pas seulement la France, même si la France, ça représente pas mal du poids. Donc,
peut-être est-ce que c'est une estimation qui te semble crédible? 3 à 12 mois pour récupérer l'argent que tu mets, l'investissement que tu mets pour implémenter une RFID. Oui, oui, très très rapidement, parce que bah, forcément, l'avantage, tu vois, de la RFID, c'est que tu vas avoir en fait une information immédiate. Tu vas avoir une Mm, information immédiate. Alors, après, attention, soyons très clairs, hein, tu sais, il y a certaines sociétés qui sont passées à la RFID, mais pour autant continuent de faire un ou deux inventaires externalisés. D'accord? Attention, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Mais on se rend compte, et c'est immédiat, et d'ailleurs, on le voit bien, c'est-à-dire que là, dans le retail, notamment au niveau du prêt-à-porter, ils sont tous en phase de transition, où tôt ou tard, ils vont y passer. Donc, pourquoi? Parce qu'on en revient sur, je t'ai dit, l'importance de l'information. Savoir où est le produit, s'il est au bon endroit, au bon moment, face au client. Tu vois? mm, Donc, c'est là, il y a vraiment un besoin, mais plus que majeur, d'avoir une fiabilité de tes stocks, qui soit vraiment dans le moindre détail. Et ça, l'avantage en fait avec les RFID, c'est que ça va te permettre d'avoir des informations très rapidement, mm, très rapidement. Et surtout, c'est que tu as une traçabilité. Parce que comme je te l'ai dit, le code barre, donc c'est bien parce que ça donne une référence générique. Mais tu n'as aucune traçabilité sur chaque article. Tu vas avoir mm. juste avoir une information de manière générale. Donc c'est pour ça que là-dessus, on sait que la RFID, tôt ou tard, en fait, et pourquoi les gens font le pas, c'est que ça va leur permettre d'avoir juste les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Et donc, et ça a été vérifié et c'était prouvé de manière chiffrée que oui, tu vas avoir un gain de fiabilité augmenté et vraiment énorme. Et puis surtout, c'est que ta marge va augmenter et ton chiffre d'affaires de facto. Et quand je te dis que ton chiffre d'affaires augmente, ton chiffre d'affaires peut dépasser les 2 points, hein. C'est pas juste, enfin, le chiffre un numéro à 2 chiffres. C'est ça que je veux Mm. dire. Alors, on ne sera pas à 90%, ça c'est une évidence. Mais c'est-à-dire que si c'est bien fait, tu peux avoir dès la première année, à la fin de la première année, après le déploiement, où tu es à plus de 10% au niveau de tes objectifs, et notamment en termes de chiffre d'affaires. Bah, ça peut être la fête pour pas mal de gens qui sont dans des entreprises qui distribuent des produits. Et écoute, pour la préparation justement, bah, je te rencontre et puis que je savais que je devais montrer que j'avais lu, préparé correctement cette entrevue. En fait, je, je viens de lire, c'est tout frais ce matin, en fait, que parce que tu m'as fait penser avec cette phrase qu'il dit que les Français ils s'attendent à la dernière minute pour faire un changement quand ils sont à côté du mur. Bah, je crois que le moment, c'est à peu près maintenant. Bah, je viens de lire que dans l'industrie automobile, en fait, il y a un truc qui ne s'est jamais passé depuis des années. C'est-à-dire que le niveau de stock des voitures qui ne se vendent pas a presque doublé en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui sont en train de s'asseoir sur 6 mois de stock dans le supply chain. C'est-à-dire, tu vois, Jaguar, Alfa Romeo, Fiat. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on n'a jamais vu, que la mauvaise gestion de stock est en train, et en fait aussi la tendance générale, cette peur à la dépense est en train d'affecter les stocks qui se trouvent dans le marché. Et puis voilà, bah, s'ils savaient une façon de contrôler leur stock, ils ne seraient pas en train de s'asseoir sur 6 mois de stock. Bah, c'est Exactement. incroyable. Non, c'est exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi une chose où il y a quelque chose qui est assez primordial et on se rend compte, pour l'avoir vu moi-même, tu vois, notamment, et alors pour te dire, on était même carrément on n'était pas dans le retail, là, c'était un adhérent dans une marque, enfin, dans de la GMS, donc la grande distribution alimentaire. Et donc, tu sais, dans cet univers, en général, ils font des inventaires, donc un inventaire fiscal. Alors, ils font 2 inventaires dans l'année, mais ça s'arrête là. Mais pour autant, ça m'est arrivé de tomber sur des clients qui justement ne faisaient plus d'inventaires fiscaux. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des inventaires tournants. Et il est vrai que plus tu fais des inventaires tournants, alors après, ce qu'on appelle inventaire tournant, soyons très clairs, c'est pas forcément inventorier l'intégralité de toutes tes références toute l'année. C'est pas ça. Mais tu connais l'histoire des 20-80, très souvent. Mais ne serait-ce que si tu fais des inventaires tournants sur ton 20-80, eh ben, on s'est rendu compte que la fiabilité de tes stocks était nettement supérieure que de faire un inventaire une fois par an.
Mm. Donc c'est là où toi, je reviens sur ce que je te disais, où on se rend compte qu'il y a une forme de, pas remise, enfin retour en arrière, mais on se rend compte que voilà, maintenant, en fait, c'est plus, en fait, l'enjeu majeur, on va dire, à l'heure actuelle, au niveau de la gestion des stocks, c'est plus de faire comprendre, que ce soit aux retailers ou aux distributeurs, qu'il faut qu'ils changent juste leur manière de compter, tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Parce que souvent, les nouvelles technologies, comme je t'ai dit, font peur. Il y a un Mm. côté, tu vois, c'est pas pour rien quand je te disais qu'il y a encore des gens qui font des inventaires au papier. Au papier. C'est-à-dire que c'est même pas à la douchette, au scanner, c'est au papier. Donc quand je te dis que les gens sont réfractaires à la nouvelle technologie, c'est un fait. Voilà pourquoi, en fait, on se rend compte que c'est un enjeu majeur maintenant, c'est de faire comprendre aux gens que c'est bien de compter, ça sert à rien de compter indéfiniment, il faut juste compter mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est alors oui, indirectement, compter plus souvent, mais compter, c'est même pas compter plus souvent, c'est compter mieux. Mm. Tu vois? Parce que tu peux compter souvent plein de choses et c'est pas pour autant que ce sera bien, c'est juste compter mieux, savoir ce qui compte et là où il y a des enjeux majeurs, si tu veux. Donc c'est là où c'est intéressant parce que euh, on redonne en fait indirectement la main. En fait, on rééduque les gens en leur disant voilà, ok, on a essayé de pousser l'externalisation, même si l'externalisation marchera toujours. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. L'externalisation est obligatoire quasiment quand tu, par exemple, entre un acheteur et un vendeur sur une activité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vend son commerce, forcément, on a tendance à passer inévitablement par un tiers pour que justement il soit objectif au niveau du comptage. Donc, Mm. il y aura toujours une utilité de faire une externalisation. Maintenant, on sait que tôt ou tard, à un moment, l'externalisation, il y en aura de moins en moins. Ça existera toujours. Mais la volumétrie qu'il y a à l'heure actuelle ne sera plus du tout le cas. D'où l'importance, justement, d'anticiper les choses. Et quand je t'ai dit, entre l'apparition des QR codes, l'apparition justement avec la RFID, et il y aura encore d'autres choses qui vont arriver, ben forcément, c'est s'appuyer sur cette nouvelle technologie, juste inculquer aux gens, et c'est ça qui est un peu plus compliqué. Tu m'entends, Ivan? Oui, je Ivan? t'entends. Oui, Ah, ça avait coupé, Ivan. C'est bon? c'est bon, on continue. Je te dis, voilà, l'enjeu majeur, c'est plus en fait de réexpliquer aux gens, je te dis qu'il faut mieux compter et compter différemment et compter intelligemment. Tu vois, c'est pas juste compter différemment, c'est compter intelligemment. Savoir ce qui compte. Parce que si c'est pour compter ce qui compte pas, ça ne sert à rien. Là, c'est de la perte de temps. Et là, j'entends qu'il y a un côté très chronophage et que les gens le fassent pas de manière très assidue. Ça, c'est une évidence. Euh, Écoute, si je comprends bien, en fait, même pour appliquer ton exemple que tu as fait du 80-20, ton Pareto, bah, tu as besoin d'informations. Donc, j'ai l'impression que les solutions que toi, tu proposes dans le marché français, ça va au-delà de juste de dire on offre de la technologie. C'est de la technologie et du support parce que cette étude de choisir où il va falloir prendre le stock au lieu de le faire partout, mais de le faire plus souvent, bah, il va falloir que quelqu'un le fasse. Dis-moi plus sur Exactement. Non, mais exactement. Et tu vois, c'est la raison pour laquelle, enfin, nous, chez Avant, alors, on se considère pas comme des prestataires de services. Tu vois. Nous, on est plus sur du consulting, c'est-à-dire qu'on est là vraiment pour accompagner. Tu vois, moi, je dis toujours, il y a quelque chose que j'ai jamais aimé faire quand j'étais dans le commerce, c'est ce que j'appelle le one shot. C'est-à-dire qu'on est là, on vous aide une fois, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout la relation humaine, en fait. C'est ça aussi qui fait qu'on n'est pas des machines, automatiquement. Et en fait, il n'y a rien de plus gratifiant, finalement, quand tu arrives à accompagner un client de A à Z sur un projet et que, surtout, il puisse voir de manière factuelle les bénéfices et les résultats qui vont en découler. Tu vois? Et c'est là où, justement, tu fais très bien de le souligner, je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour promouvoir une solution ou telle chose. Et ça revient sur ce que je te disais, sur, toi, par exemple, mon approche. Quand je discute avec quelqu'un, c'est jamais, bon, bah voilà, je fais ci, je fais ça, etc. C'est comment vous fonctionnez. Et justement, à partir du moment où tu mets le doigt sur quelque chose
une carence, une petite faiblesse dans l'organisation, etc. C'est là où toi, tu apportes ta valeur ajoutée et tu es vraiment en phase de consulting. Tu vois, à l'inverse, quand j'étais dans d'autres sociétés, et notamment des sociétés de prestations externalisées, on n'était pas vraiment dans le consulting, même si quelquefois on essayait de présenter plus ou moins le consulting, mais en fait non, c'est qu'on était plus là pour faire l'inventaire et ça s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'une fois que l'inventaire était fini, on donnait le fichier résultat et merci, au revoir l'année prochaine. Donc finalement, alors c'est bien, on les a aidés, c'est-à-dire que d'un point de vue purement opérationnel, mais après derrière, c'est à eux en fait de tout se palucher, à tout analyser, etc. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, comme en plus chez Altavant, on est vraiment des spécialistes du retail, déjà, en fait, de la distribution, parce qu'on connaît un petit peu les enjeux, comment ça fonctionne, etc. Tous les, toutes les, ce que j'appelle tous les points, toutes les failles potentielles qu'il peut y avoir dans un commerce. Moi, je les connais parce que je les ai vécues, si tu veux. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on sait de quoi on parle. C'est-à-dire, on n'est pas là juste pour dire, bon, bah, écoutez-nous, nous, on est des leaders sur telle chose ou telle chose. Non, c'est pas du tout ça. Tu sais, nous, chez Altavant, on a une approche assez humble, en fait. Parce qu'on n'est pas là pour forcer les gens. On est juste là, en fait, pour les aider et les accompagner. Auquel cas, s'ils sont OK avec notre manière de faire, c'est génial, ça match. On peut essayer de faire quelque chose pour les accompagner. Puis nous, notre but, c'est de les accompagner sur la longueur. Et c'est, en fait, indirectement, avec cette approche-là, et c'est ça qui nous plaît, en fait, nous, chez Altavant, c'est qu'on va toujours essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas un fardeau par rapport en fait au client en fait avec qui, mais qu'on soit entre guillemets une sorte de comment dire, une sorte de comment le terme, une évidence en fait. C'est-à-dire Oui. que en fait, dès qu'il parle de la gestion des stocks, nous en fait, c'est ce qu'on essaye de pousser là-dessus, et c'est la raison pour laquelle on s'est à ce point développé dans le Middle East, en Asie, etc. C'est le côté où on est la référence, c'est que la personne, dès qu'elle a une problématique, va pas se dire ah, il faut que je vois avec mon prestataire d'inventaire. C'est non, il faut que je vois avec Altavant, qu'il faut du consulting, etc. Tu vois, et c'est là où on est vraiment sur une démarche d'accompagnement sur une transition. Parce que là, je le répète, et personne ne pourra dire le contraire, on est en phase de transition à l'heure actuelle. Donc les gens qui ne veulent pas faire le pas dans cette transition, après attention, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, etc. Mais ça va être plus compliqué, parce que tu connais l'expression, hein, si tu ne prends pas le train à temps, tu restes à quai. Et j'en reviens sur ce que je t'ai expliqué avec Nokia, et qui est véridique, hein. Nokia, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, je le souhaite à personne, mais ça a entre guillemets un peu causé sa perte. Et en Absolument. fait, en plus, comme à l'origine, on va dire Altavant était quand même assez spécialisé dans tout ce qui était un peu solution informatique, l'avantage, c'est qu'ils sont toujours entre guillemets un peu précurseurs sur savoir qu'est-ce qui va arriver sur le marché. Quelles sont les nouveautés? Quelles sont les nouvelles technologies qui vont arriver? Donc, c'est là où ça fait ce que j'appelle un partenariat win-win, enfin le gagnant-gagnant en fait. Quand justement, nous, Altavant, on accompagne un client, c'est qu'on va vraiment l'accompagner. Et quand je te dis sur la longueur, ce n'est pas juste un an ou 2 ans. C'est qu'en fonction justement des impératifs et des choses qu'on ne maîtrise pas, mais notamment au niveau de l'apparition des nouvelles technologies, en fait, nous, justement, on sera le garant de faire justement l'interface avec le client et l'aider à ce niveau-là à l'accompagner. Benjamin, écoute, tout ce que tu dis résonne, je pense, sur les moments qu'on est en train de vivre actuellement. Je te remercie en fait d'avoir fait du temps pour avoir cette discussion. Euh, le mot est clair, on est dans une phase critique pour prendre des décisions par rapport au futur et par rapport surtout au futur de la gestion de stock. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil à donner au CEO ou au CFO, chef financier d'une entreprise qui serait en train de se poser des questions sur que faire avec cette gestion de stock? Est-ce que tu as un petit conseil qu'il peut activer à partir de maintenant? Je dirais le premier conseil, j'ai envie de te dire, ce serait qu'il me contacte automatiquement pour pouvoir échanger. C'est le plus facile. C'est ça, c'est le premier conseil. Parce que, et d'ailleurs, tu vois, je le vois parce que là, j'enchaîne certains rendez-vous et il y a des gens, vraiment, ils sont juste là pour savoir en fait ce qui se passe. Et donc, je le répète, c'est pour ça que pour moi, j'ai plus l'impression d'avoir une casquette de consultant parce que on est là vraiment pour aider à apporter l'information.
Parce que, je le répète, des gens qui font encore des inventaires papier et crayon, autant te dire que c'est des gens qui ne sont pas du tout à même et au fait de ce qui se passe ou qui veulent pas voir. Et c'est là où, tu vois, regarde, je vais te donner quand même un dernier exemple. Quand je te parlais justement de la location de scan avec le côté self-scan où tu fais des inventaires tournants, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Tu vois, quand j'étais en parfumerie, on sait qu'on faisait toujours justement des inventaires tournants très réguliers sur nos 20-80, à savoir tes plus grosses marques. Tu sais, quand tu es en parfumerie, c'est les Dior, les Chanel, enfin tous ceux qui ont vraiment un impact forcément sur ton chiffre d'affaires. Et en fait, on se rend compte que c'est pas encore démocratisé partout. En revanche, quand on prend l'exemple, alors oui, on va dire, ah, mais c'est les Américains. Mais quand tu te déplaces aux États-Unis, tu te rends compte que eux, 90% du business, au niveau justement de la gestion des inventaires, se fait en cycle count. Donc ça veut dire quelque chose. Parce que, alors je te dis pas que c'est les précurseurs, les Américains, loin de là, pas du tout. Mais ça prouve, parce que quand on regarde quand même ce que j'appelle les multinationales américaines, il y en a quand même beaucoup. Et puis, au général, ils ont quand même une puissance derrière, enfin une puissance financière, etc. Si, justement, la solution de cycle count avait trop de limites, pourquoi, dans ces cas-là, 90% du business aux États-Unis au niveau de la gestion de steak se fait de cette manière? C'est qu'il y a, tu sais, je dis toujours, et c'est ça que j'apprécie aussi quelquefois avec le côté anglo-saxon, c'est qu'ils ont un côté, eux, très pragmatique. C'est souvent, si tu arrives à leur expliquer par A plus B que la solution la plus idéale pour telle ou telle personne ou tel commerce, c'est ça, eux, ils vont pas se mettre tout de suite des barrières en disant ouais, bon, bah pourquoi pas, il faut que je vois, il faut que j'attende. Eux, il y a un côté beaucoup plus ben, allez, let's go, on tente. On tente. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup parce qu'ils ont un côté très pragmatique. Eux, ils vont dire, il n'y a que le résultat qui compte. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse finalement. Parce que si c'est pour faire du blabla, c'est pas la peine. Et je te cache pas que, alors après, moi, j'ai adoré toutes mes expériences dans les entreprises précédentes. Mais il m'est arrivé à certains moments d'offrir une prestation. Et ben, je te garantis que la veille de la prestation, ben, quand tu n'es pas bien parce que tu as des doutes sur le fait que la prestation se passe bien, ben là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où justement, je ne te cache pas que voilà, passé un certain âge, moi je me suis dit, voilà, c'est fini, moi je veux être sûr de ce que je vends et ne pas, entre guillemets, tu sais, avoir l'image un peu caricaturale du commercial pur et dur qui vend que du rêve. Voilà, moi j'aime bien justement apporter, tu sais, joindre la parole aux actes. Et d'ailleurs, c'est simple, dans la vie, il faut être le plus factuel possible. Et si tu es factuel, il n'y aura que le résultat qui compte. Et si le résultat est là, après, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup de ton temps, Benjamin. Merci à toi. Merci pour ta confiance. C'est clair, contactez Benjamin le Riche sur LinkedIn, sur email. Bah, je vais écrire un petit peu ton email en dessous de cette vidéo. Merci, Benjamin. Bien sûr. Bien